Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver, ça fait un bail qu'on ne s'était pas vu ici, n'est-ce pas? On a l'impression que ça fait une éternité, c'est incroyable. Alors oui, en fait, ça fait plus ou moins une éternité. Bon, pour des raisons X, Y, Z, W, whatever. Mais bon, toujours est-il que je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, deux petites choses avant de nous lancer dans le vif du sujet. Je vous ai préparé pour ces retrouvailles une petite FAQ, histoire de renouer doucement, de refaire connaissance depuis tout le temps. Je me suis dit, voilà, ce serait approprié. Et peut-être, pourquoi pas, de répondre à quelques interrogations que les nouveaux venus sur la chaîne, s'il y en a, je ne sais pas s'il y en a eu, pourraient se poser. Donc c'est des questions en fait très populaires, des questions que j'avais jusque-là écartées, auxquelles j'avais pas répondu pour diverses raisons. Certaines parce que j'avais pas envie d'y répondre, d'autres parce que je trouvais ça un petit peu trivial. Mais du coup je me suis dit que ça pourrait être une bonne manière de nous retrouver. Donc voilà. Mais deux choses d'abord. La première, c'est que je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour remercier très chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent, m'ont soutenu et me soutiendront sur Patreon au travers du programme Une année en magie, parce que sans eux, eh bien cette vidéo n'aurait tout simplement pas pu être tournée et la chaîne n'existerait sans doute même plus. Pourquoi ? Simplement parce que j'ai la chance, grâce à vous, je m'adresse à vous donc directement mes chers patrons, j'ai la chance grâce à vous aujourd'hui de pouvoir vivre de ça, de pouvoir vivre de la sorcellerie, de pouvoir vivre de ma spiritualité, en tout cas d'en vivre en majeure partie, parce que j'ai encore un autre travail à côté, mais qui représente une plus petite partie de mes revenus. Mais donc, je sais, vous êtes mon métier principal. C'est magnifique. Vous êtes mes patrons et je vous adore. Et du coup, eh bien tout simplement, si vous n'étiez pas là, je ne pourrais pas tourner cette vidéo aujourd'hui parce que par une malédiction extraordinaire, en 2020, tout mon matériel informatique a décidé de se suicider. C'est-à-dire que tous mes appareils sont tombés en rade les uns après les autres, littéralement. Mon ordinateur d'abord, ma carte son, mon micro et ma caméra. Donc j'ai dû tout racheter. Alors autant vous dire que ça a pris un certain temps. D'ailleurs, mes patrons l'ont vu dans les vidéos puisque on a eu beaucoup d'errance au niveau image et son, n'est-ce pas? Parce que j'ai dû emprunter du matériel à droite à gauche pour continuer à assurer le rythme de publication des vidéos. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles j'avais disparu de YouTube, parce que du coup, j'ai privilégié Patreon et je pouvais pas diffuser autant que j'aurais voulu le faire. Donc sans vous, eh bien sans vous, je serais sans doute avec un vieux Minitel et une conque pour me faire entendre, je ne sais pas. En tout cas, si vous n'étiez pas là, c'est sûr que je ne serais pas là non plus. Donc, on prend 5 minutes et on leur exprime énormément de gratitude. Merci à vous, merci du fond du cœur d'être là, de m'avoir soutenu, de me soutenir encore pour ceux qui sont encore là et de me soutenir à l'avenir pour ceux qui vont peut-être arriver. Bref, vous n'avez pas idée de l'énormité de ce que vous faites pour moi et de la dimension fabuleuse que ça prend dans mon quotidien. Donc, plein de cœurs avec les doigts. Je ne sais pas faire les cœurs avec les doigts, je suis nulle. Mais le cœur y est, quoi qu'il en soit. Patate avec les doigts, du coup. Alors la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est la réponse à la question que je vous avais posée dans la vidéo précédente. Alors j'ai eu pas mal de retours un peu curieux sur cette vidéo. C'est normal, en fait, c'est une vidéo que j'avais tournée il y a longtemps. Je l'avais tournée un petit peu après Samhain de l'année dernière et du coup mon ordinateur est mort entre temps, donc j'avais plus accès à mon disque dur que j'ai récupéré récemment et donc je l'ai retrouvé récemment. Donc c'est pour ça que je voulais publier là et que j'ai des tenues et une décoration d'intérieur automnale, très automnale. Donc voilà, c'est parce que ça date un petit peu, mais je vous posais une question qui était de savoir comment est-ce que vous prononcez mon nom, mon pseudonyme. Alors, c'est rigolo, donc on va voir la réponse tout de suite. Alors, déjà le prénom, comment est-ce que vous le prononcez? L'immense majorité d'entre vous le prononce Lyra, et il y a une petite partie des gens qui le prononcent Lyra, et il y a une minuscule partie des gens qui s'acharnent à le prononcer Lara ou Laura. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il y a plein de gens qui m'écrivent, enfin plein. Il y a quelques personnes qui m'écrivent en disant bonjour Laura ou bonjour Lara. Je ne sais pas pourquoi. Non, c'est avec un Y les enfants. Bref. Alors, sachez que vous avez tous raison en fait. Ceux qui le prononcent Lyra ont raison dans le sens où c'est comme ça que le prénom est censé se prononcer.
C'est un prénom anglo-saxon, donc le Y se prononce de cette façon-là, donc en toute logique on devrait prononcer Lyra. Sauf que c'est un prénom qui m'a été donné il y a longtemps, très longtemps, mon Dieu, c'était il y a 20 ans. 21 ans, c'était en 99, j'ai mal. Donc c'était un prénom qui m'a été donné il y a 21 ans, donc, dans une fête médiévale, à cause de l'instrument que je trimballais partout avec moi, qui était la lyre. Donc on m'a appelé Lyra en référence à l'instrument de musique. Donc du coup, moi je le prononce Lyra, et la plupart des gens qui le prononcent comme ça, en fait, le prononcent comme l'instrument, et du coup vous avez raison, parce que c'est la raison pour laquelle ce prénom m'a été donné. Donc étymologiquement, on devrait le prononcer Lyra, mais en lien avec moi, on doit le prononcer Lyra. Donc prononcez-le comme vous voulez, en fait dans les deux cas c'est correct et ça me va, peu m'importe la façon dont vous avez envie de le prononcer. Si vous avez envie d'être étymologique, je ne pourrai pas vous blâmer, c'est impossible. Je ne blâmerai jamais quelqu'un pour se raccrocher de trop près à l'étymologie. Alors, là où le bas blesse, c'est le nom de famille, on est d'accord. Alors, il y a eu beaucoup de séoltoirs, beaucoup de kéoltoirs, j'ai eu du keltoïr aussi, voilà, pourquoi pas. Alors, je ne me moque pas de vous, absolument pas, parce que c'est un mot abominable et qu'il a une prononciation terrible parce qu'il vient de cette langue. Oh, combien difficile qu'est le gaélique irlandais, n'est-ce pas? Il faut savoir, pour ma défense, que ce nom, je ne l'ai pas choisi. On me l'a donné. Aucun de mes noms, je ne les ai choisis. Je me suis pas nommée de cette façon-là. Je me suis pas nommée Lyra, je me suis pas nommée ainsi. Donc voilà, c'est pas ma faute. En gros, je suis désolée. Je vous donnerai, si vous le voulez, les taper sur quelqu'un, je vous donnerai les coordonnées de la personne qui m'a nommée comme ça. Donc c'est un mot qui veut dire musicienne et qui se prononce Keltwil. Alors, vous pouvez le prononcer Coltir, si c'est plus facile pour vous, parce que c'est vrai que c'est un mot qui écorche un peu la langue. Normalement, on doit prononcer très légèrement le O entre un O et un OU, et on doit prononcer très légèrement le E du départ pour que le O soit un O nasal. Je vous l'accorde, c'est chiant, donc on le prononce Coltir, c'est très bien. Lyra Coltir, ça me va parfaitement. Mais si vous avez envie d'être vraiment juste, vous allez m'appeler Lyra Keltoil. Avec le R roulé à la fin. Un peu doux, s'il vous plaît. Voilà, donc ça c'était pour la réponse à la question. Maintenant, plus d'excuses pour écorcher mon nom. Mais bon, cela dit, je peux vous comprendre parce que, voilà, le gaélique, c'est un problème. Alors, on va pas attendre plus longtemps parce que cette introduction du coup était très très longue. Ça fait déjà 7 minutes 47 que je blablate. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la FAQ. Alors, première question, pourquoi est-ce que tu disparais de YouTube et d'Instagram en ce moment? Alors ça c'est un truc qui revient régulièrement sur les deux médias, sur YouTube et sur Instagram. Alors je n'ai pas disparu, parce que je suis encore là. Seulement c'est vrai que je suis beaucoup moins présente qu'à une époque. Alors il y a pas mal de gens qui m'ont fait la remarque, éventuellement le reproche, tout dépend comment c'était formulé, que je ne postais plus de vidéos sur YouTube depuis que j'avais lancé justement le projet Patreon. Parce que on a interprété ça comme disant voilà, maintenant que tu proposes un contenu payant, et bah du coup tu fais plus de contenu gratuit. Alors oui mais non. Oui, dans le sens où effectivement, comme je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo, Patreon c'est devenu mon emploi principal. C'est donc devenu mon travail. Du coup, il est normal, je pense, que je privilégie ça parce qu'il se trouve que par un malheureux hasard, eh bien j'ai un loyer à payer et il m'arrive de manger. Donc quand 2 fois par jour j'ai faim et quand 1 fois par mois mon propriétaire me contacte en me disant « Ah c'est chouette, tu vis chez moi mais ce serait bien que tu me donnes un petit quelque chose en échange », c'est vrai que c'est bien que j'ai quelque chose pour pouvoir survivre en fait. Et il faut savoir que Patreon ça me prend énormément de temps, vraiment beaucoup. Je travaille absolument tous les jours, du lundi au dimanche, du lundi au lundi d'après si vous voulez, je travaille tout le temps. Quand je suis partie en vacances, je suis partie 1 semaine au mois de juillet, j'ai emmené mon travail, je bossais quand même 4 heures par jour, ce qui représentait absolument rien par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc je bosse minimum 12 heures dans une journée. Quelquefois ça monte à 15, je bosse tout le temps en fait, vraiment. Ça me demande énormément d'investissement, beaucoup de recherche, beaucoup de compilation de données. Enfin voilà, vous vous rendez pas compte en fait de la masse de travail que ça représente. Enfin, si, il y en a qui s'en rendent compte. Et du coup, c'est vrai que ça me laisse très peu de temps
pour le reste. J'ai beaucoup de mal à trouver le temps de faire des vidéos YouTube, parce que les vidéos YouTube aussi, ça se prépare. Je donnais l'exemple autrefois à quelqu'un qui m'a posté des commentaires assez limites sur ma dernière vidéo des Sims, où j'expliquais que justement une vidéo comme les mots qu'on prononce toujours mal, c'est 8 heures de travail derrière. Et pour la vidéo sur les runes, je m'étais amusée, sur écrire en runes, je m'étais amusée à relever mes heures de boulot. Il y a 54 heures de taf derrière, 54. Parce que je compte aussi la lecture des livres qui me permettent en fait de vous proposer ce contenu-là, parce que c'est un temps pendant lequel je ne fais pas autre chose, on est d'accord. Donc là, en ce moment, il est clair que c'est très difficile pour moi de trouver ne serait-ce que 8-10 heures pour vous préparer une vidéo, alors que ces 8-10 heures, eh bien, il faut que je les emploie à travailler. C'est un petit peu comme si vos amis vous reprochaient de ne plus passer du temps avec eux parce que vous avez trouvé un plein temps. Bah, c'est pareil. C'est très compliqué. J'arrive à me prendre un jour de congé par mois, qui est donc le lendemain du jour où j'envoie les contenus. Un jour de congé par mois. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est. Alors attention, je ne me plains absolument pas parce que j'adore ce que je fais et je n'échangerai ma place avec personne. Mais il faut quand même remettre les choses en perspective et se rendre compte que c'est un investissement en fait. C'est un choix que j'ai fait, je l'assume, mais du coup forcément ça impacte plusieurs choses. Sachant que ça a impacté beaucoup de choses aussi, je ne prends plus de cours de guitare à cause de ça. Parce que j'ai plus le temps. Je ne prends plus de cours de russe à cause de ça, parce que je n'ai plus le temps. Donc il n'y a pas que vous que j'ai abandonné, il y a d'autres choses aussi. Sachant que je ne vous ai pas abandonné, mais disons que voilà, ma présence ici, elle est forcément bien plus épisodique qu'avant. Donc voilà pourquoi. Et puis bon, il faut dire aussi que voilà, j'ai eu besoin de me couper un petit peu tout ça par rapport à Instagram notamment, de prendre du recul parce que dernièrement, voilà, il y a des choses que j'ai trouvées très anxiogènes en fait sur Instagram, et je suis une personne facilement anxieuse. Je suis une sale bête introvertie qui a du mal avec les contacts sociaux déjà, et du coup avec les réseaux sociaux c'est encore plus exacerbé. Déjà le réseau social c'est pas forcément un système que j'aime. Et du coup, voilà, j'avais besoin avec tout ce qui se passe en ce moment, de prendre un petit peu de distance pour ma propre santé mentale. Alors, deuxième question. Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué profondément ta pratique sorcière? Alors, finalement, j'aime bien cette question. Ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée et à laquelle j'avais du mal à répondre parce que j'avais peur un petit peu de vous décevoir, en fait. Parce qu'à chaque fois que j'ai parlé de ces lectures, les gens m'ont fait part de leur déception. Il y a 2 livres en fait qui ont profondément marqué ma pratique. Et je me suis dit que j'allais en parler parce qu'en fait je ne vais pas vous les présenter comme des conseils de lecture, je vais juste vous expliquer pourquoi ils ont marqué ma pratique. C'est pas forcément des livres que je recommande d'ailleurs. Mais bon, c'est des livres qui ont eu un impact extrêmement fort et si je les avais pas lus, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, ça c'est sûr. Le premier, c'est Le Grand et le Petit Albert. Donc, Le Grand et le Petit Albert, c'est un grimoire qui daterait du XIIIe siècle, on en a des bribes, qui a été attribué à un auteur qui s'appelle Albert le Grand. Bon, en fait, il est probable qu'il n'ait pas du tout été écrit par Albert le Grand, mais que ce soit une compilation de plusieurs écrits. Donc, c'est un manoir. Un grimoire. Pourquoi un manoir? Je suis fatiguée. Je viens de donner des cours d'anglais, là, et vous voyez, je suis épuisée. Surtout que le sujet en ce moment c'est l'appropriation culturelle avec mes élèves, donc je vous explique pas. Bref. Donc un grimoire médiéval. Ce livre, il a eu une importance capitale dans ma vie parce que c'est le premier livre de sorcellerie que j'ai lu. Et j'en avais une image extrêmement forte. C'est-à-dire que mon père m'en parlait depuis que j'étais toute petite, depuis qu'il avait senti qu'il y avait un truc à chapeau pointu quelque part dans ma tête. Donc mon père, voilà, je l'explique toujours, hein, je dis toujours que je ne suis pas devenue sorcière, c'est pas quelque chose qui m'a appelée du jour au lendemain, c'est quelque chose qui a toujours été là et j'ai toujours été sorcière. J'ai essayé de demander à mes parents quand est-ce que c'est venu, ils sont incapables de répondre aussi. D'ailleurs ma mère me regarde peut-être, parce que je sais qu'elle aime bien YouTube, donc si jamais t'as une réponse, maman, dis-le. Elle est capable de me dire quand j'ai commencé vraiment à creuser la question, mais elle est incapable de dire quand j'ai commencé à t'embrouiller et à croire en tout ça en fait.
à avoir mes convictions. Mais du coup, mon père, quand j'étais petite, quand on allait en forêt, qui me racontait des histoires de sorcières, parce que c'est toujours ce que je réclamais quand on allait en forêt, me parlait donc de ce livre, du grand Albert, du grand et du petit Albert, de ce... Voilà, il m'a donné cette image d'un grimoire un peu interdit, un peu profondément magique, enfin un truc complètement sacré, quoi. Et je l'ai trouvé à la bibliothèque de ma ville quand j'avais 11 ans, quelque chose comme ça. Ouais, je devais avoir 10-11 ans quand je l'ai trouvé. Et du coup, je me suis sentie... Enfin, ça m'a fait sentir quelque chose d'extraordinaire de trouver ce livre dont mon père m'avait tant parlé, de mettre la main dessus. Et donc, je me suis empressée de le prendre. Il n'était pas empruntable en plus, donc il a fallu que je le lise sur place. Donc, il fallait que je vienne à la bibliothèque sans arrêt pour le lire. Et ça a été une déception gigantesque. Parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, c'était un truc complètement farfelu, avec un énorme traité de gynécologie féminine. Oui, c'est forcément féminin, je vous dis. Bonjour, je monte en haut. Voilà, je monte en haut, je bois de l'eau liquide et je fais de la gynécologie féminine. Si vous avez des questions interrogatives, n'hésitez pas à me les poser en me les demandant, du coup. Donc voilà, un traité. Ça m'a fait un effet très bizarre. Il y a quelques passages que j'avais appréciés, notamment sur les correspondances des jours de la semaine, sur certains trucs. Mais voilà, les rituels à base de fientes de bouc, on est d'accord que moi, c'était pas du tout ce que j'attendais d'un grimoire. C'était pas du tout ce que je recherchais. Et du coup, ouais, le coup dans le museau, quoi. Et pourtant, j'ai appris à le lire en fait ce livre et j'ai appris à lire entre lignes. Je me suis acharnée parce que pour moi c'était un livre fantasmé, donc il fallait vraiment que je l'apprivoise. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de codes, qu'il fallait le lire peut-être plein de fois dans sa vie. C'est le genre de livre, vous savez, que vous découvrez sous un jour nouveau à chaque fois que vous le lisez. C'est un petit peu comme Le Petit Prince et Alice au Pays des Merveilles. Tu vois, tu le lis à différents âges de ta vie et tu vas comprendre un message complètement différent. Et c'est un livre que j'ai appris à respecter, que j'ai appris à décoder. Alors je suis très 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 loin d'en avoir percé tous les secrets, vraiment très loin. D'ailleurs, c'est pas la peine de me poser des questions là-dessus, je ne les donnerai pas, ces clés de lecture que j'ai, parce qu'il n'appartient qu'à vous de les trouver, et c'est quelque chose que vous devez faire vous-même. Si je vous les donne, ça perd complètement de l'intérêt, et du coup vous perdez l'apprentissage que ce livre peut vous offrir. Si vous n'avez pas envie de le faire d'ailleurs, ne le faites pas, parce que ça n'a aucun intérêt de se forcer sur un bouquin qui ne nous intéresse pas. Moi ça m'intéressait parce que je m'intéresse à la sorcellerie médiévale et traditionnelle, mais je comprends parfaitement que ça puisse ne pas vous parler, c'est quelque chose de normal, et il ne faut pas insister si ça ne vous parle pas. Donc voilà, c'est un livre qui pour moi est pionnier dans ma pratique parce qu'il m'a appris à comprendre le sens du mot ésotérique en fait. Quelque chose qui est caché, qui est dissimulé dans l'ombre, occulte et qu'il faut explorer de diverses manières. Et le deuxième livre qui a été probablement le plus fondamental dans ma pratique, c'est Est-ce comme sorcière de Marie Desbois. Donc que j'ai lu il y a pile 20 ans parce qu'il est paru en 2000 et que je l'avais acheté juste à sa parution. Alors c'est pas la peine de le chercher parce que il est plus édité. C'était déjà une auto-édition, donc déjà c'était pas facile à trouver hors de ma région. Et puis en plus, voilà, Marie, elle en a plus. Je lui en avais demandé il y a 2 ans quand j'étais allée chez elle pour Sewin parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui le cherchaient. Donc je m'étais mis dans la tête, je m'étais dit je vais lui en prendre un stock et essayer de les vendre pour elle. Mais celui-ci, elle ne l'a plus. Donc du coup, malheureusement, je ne peux même pas lui en demander pour vous, puisqu'il n'y en a eu que 50 en fait. Donc du coup, forcément, voilà, c'est pas très, très répandu. Enfin non, il y en a eu 100 parce qu'il a été réédité une fois. Alors c'est un livre en fait qui a des... Je suis pas toujours d'accord avec Marie, c'est quelqu'un que je respecte très profondément, déjà parce que je la connais, j'ai appris j'ai discuté avec elle, on a eu des échanges très fructueux, mais je suis pas toujours d'accord avec certaines choses qu'elle dit. Je suis d'accord avec beaucoup d'autres choses, mais voilà, c'est une richesse aussi d'être en désaccord sur certains points. On peut respecter quelqu'un sans être d'accord avec lui ou elle. Donc c'est un livre, c'est pas mon livre de référence pour autant, mais c'est le premier livre qui m'a permis
de m'autoriser le paganisme. C'est-à-dire que j'avais en moi ces croyances, cette foi en des puissances naturelles. J'avais envie, j'avais une attirance envers les mythologies, en particulier la mythologie celtique et nordique que je lisais dans les livres de contes, parce qu'on vous présente ça quand vous êtes enfant comme des contes. Et je me disais, ah, c'est dommage que ça n'existe plus, j'aimerais bien croire en ça, moi. Voilà. Faut vous imaginer Lyra à 8 ans et demi. J'aimerais bien croire en Odin, en Thor, en Freya, en Manannán mac Lir, voilà, en tous ces personnages. Et je croyais que c'était pas permis en fait. Pour moi, c'était voilà, c'était dans les livres de contes et j'avais pas le droit. Et en lisant ce livre, tardivement, parce que je l'ai lu en 2000, je me suis aperçue qu'en fait j'avais le droit parce que quelqu'un d'autre l'avait fait. On a besoin de ça, nous, êtres humains, pour s'autoriser des trucs. On a certaines fois besoin que d'autres se les soient autorisés avant nous. Vous voyez ce que je veux dire? On a ce côté grégaire, un peu mimétique, ce qui est tout à fait naturel et tout à fait normal. Mais des fois, on a besoin de ce déclic, de se dire, oh là là, je pense ça au fond de moi, mais je ne l'avais pas assumé avant que quelqu'un le dise à ma place, en fait. Et Marie a fait ça pour moi avec le paganisme. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'avais, mais que je ne m'autorisais pas. Et donc rien que pour ça, ce livre a été un immense, immense, immense déclic. Et c'est probablement à partir de sa lecture que ma pratique a explosé et que je me suis autorisée beaucoup plus de choses. Donc voilà, on peut situer le début de ma pratique païenne, on va dire, à l'an 2000. Au passage au 21e millénaire, c'est beau quelque part, c'est un peu classe quand même. Donc voilà, pour ça, c'est un petit peu long, je suis désolée. Alors, troisième question qui m'a été posée. Combien as-tu de tatouages et qu'est-ce qu'ils signifient? Alors, j'en ai pas énormément des tatouages. Si je les compte un par un, vraiment en comptant même les minuscules, j'en ai 9. Donc, c'est pas non plus énorme. Alors, je vais pas vous les montrer déjà parce qu'il y en a certains qui sont pas montrables, sans que je tombe la chemise et c'est pas le but. Oui, sinon je vais me faire censurer. Attendez, si je montre un coude, on sait pas hein, en ce moment, vu que même une bretelle de soutien-gorge, ça peut poser problème. Alors là, mon Dieu, ce serait quand même terrible. J'en ai un sur les côtes, donc là, vous me reverriez plus sur YouTube et ce serait vivement fait. Alors, le premier que j'ai eu, c'est mon sigil personnel que je me suis fait tatouer en haut du dos, entre le dos et la nuque, donc au niveau de la première vertèbre. Donc ce symbole, je l'ai dessiné quand j'avais 13 ans. Je l'ai dessiné, je me souviens, c'était en cours d'histoire, quand j'étais en 4e. Voilà, je m'ennuyais, parce que, bon, faut dire que l'histoire, ça a été ma grande déception éducative jusqu'à la fac. Ça a été vraiment J'ai dû faire le deuil de cette matière que j'attendais avec énormément d'impatience et qui a toujours déçu toutes mes attentes. Du coup, je gribouillais au cours d'histoire, voilà. Et donc, j'ai élaboré ce symbole à partir d'un bijou familial et de diverses références à des nombres, à des formes, à des symboles déjà existants que j'ai mixé en un symbole unique, en un sceau unique. Je l'ai dessiné comme ça, d'un seul trait pendant ce cours d'histoire et je ne l'ai jamais retouché depuis. Donc voilà, donc je vous dis ça, pareil, c'était il y a un peu plus de 20 ans que j'ai dessiné ce symbole et que je ne l'ai jamais changé. Donc du coup, ça me paraissait logique pour un premier tatouage de me faire tatouer ce symbole-là qui me représente profondément et de le porter sur moi. Il est gravé sur mon livre des ombres et sur la couverture de mon grimoire. Je signe tous mes rituels avec ça, je le trace toujours partout. Donc voilà, c'est une manière de me faire tatouer mon essence personnelle de sorcière. En même temps, j'avais fait la rune Éole ici. Alors, sachant que je ne cautionne pas du tout les tatouages runiques, mais celui-ci, c'était une nécessité et c'est toujours une nécessité. Donc, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, parce que c'est quelque chose qui m'appartient très profondément. Mais disons que, voilà, c'est quelque chose dont j'avais besoin à un moment particulièrement éprouvant et difficile de ma vie. Et ce moment de ma vie m'a tellement abîmée, tellement écorchée, que de porter ce symbole sur moi, c'est un peu la cicatrice de ce moment-là. Déjà, un tatouage, c'est une cicatrice. Et là, voilà, c'est une manière de garder trace de ça. Et c'est surtout une manière de me prémunir de retomber de là-dedans. Parce que je ne veux surtout pas revivre ça. Donc voilà, c'est un vaccin.
en quelque sorte, on va dire. Je compare souvent les tatouages à de la médecine parce que pour moi c'est très thérapeutique et les tatouages runiques pour moi sont particulièrement forts, j'y reviendrai, on en reparlera de ça. Mais voilà, j'avais besoin d'une vaccination. On va dire qu'un petit peu comme quand vous êtes obligé de vous faire vacciner contre le paludisme, quand vous allez dans des zones infestées par des moustiques, moi je suis contrainte et forcée d'évoluer parmi ces moustiques toute ma vie, donc il a fallu que je me fasse vacciner contre le paludisme. Voilà, et c'est mon vaccin. Le troisième que j'ai eu, si on fait dans l'ordre chronologique, c'est celui-là. Alors celui-là, c'est compliqué, ils sont chiants à montrer mes tatouages. Donc c'est une digitale. Alors ça c'est le premier que ma soeur m'a fait. Les deux premiers ont été faits par un autre tatoueur parce que ma soeur ne tatouait pas encore à ce moment-là. Alors une digitale, pourquoi? Simplement parce que c'est ma plante ombre. C'est la première ombre que j'ai trouvée dans mon parcours. Donc elle me suit depuis vraiment mes premiers pas en études d'herboristerie magique. C'est une plante qui a énormément de place dans ma vie, dans mon imaginaire, dans ma pratique. Voilà, c'est ma plante quoi. Donc ça paraissait évident de tatouer cette plante-là. Et j'ai voulu voilà, qu'elle y fasse figurer les racines parce que cette plante fait partie de mes racines et des entrelacs celtiques sur les feuilles parce que voilà, ma culture racinaire, on va dire, est celte. Donc c'est pour ça. Qu'est-ce que j'ai fait après? Je sais plus dans l'ordre, bref, peu importe. Il y a aussi celui-là. Pareil, il faut que je me tortille pour vous le montrer. Donc vous l'aurez reconnu si vous connaissez un petit peu Tolkien, c'est le monogramme de Tolkien. Donc ben voilà, si vous me connaissez un minimum, vous savez pourquoi. Hein. Simplement parce que voilà, c'est un auteur qui est une source constante d'inspiration, de bonheur, de thérapie. C'est un peu con de dire qu'une œuvre de littérature nous a sauvé la vie, mais c'est vrai. Surtout Bilbo et Le Seigneur des Anneaux, qui ont vraiment été des œuvres bouées de sauvetage. Quand j'étais petite, j'ai lu Bilbo quand j'avais 9 ans et Le Seigneur des Anneaux quand j'en avais 11. Et voilà, ça a été des lectures qui ont changé ma vie, vraiment profondément. Je les ai pas cités dans les livres qui ont changé ma pratique parce que ces livres n'ont pas changé que ma pratique. Ils ont changé toute ma vie, mais vraiment toute ma vie. Et je ne conçois pas une existence sans avoir lu ces livres-là. Je pense que si dans une autre vie j'ai fait un choix différent et que j'ai pas lu ces livres, je dois être vraiment dans un triste état. Vraiment. Donc voilà, ça me paraissait important de le célébrer de cette façon-là. Juste au-dessus, vous avez une autre référence littéraire. Alors celle-ci, j'avais pas envie de l'expliquer. Et j'ai pas envie d'expliquer parce que j'aime bien en fait que les gens ne sachent pas ce que c'est. Les gens me disent t'as tatoué, ok, tu es fan des Visiteurs, pas du tout, c'est une référence littéraire aussi. C'est aussi de la littérature fantasy et je vous dirais juste que c'est une référence, et là je vous le donne, hein, c'est une référence à Terry Pratchett, qui est mon deuxième maître à penser en matière de littérature. La littérature, ça a une place très importante pour moi, en particulier la fantasy, et je voulais sur ce bras-là faire figurer en fait toutes les références littéraires qui ont eu de l'importance. Donc le prochain, ce sera un hommage à Neil Gaiman. Voilà, parce que Neil Gaiman, quoi. Mon troisième maître. J'ai aussi un tatouage sur l'omoplate gauche qui est une pie, l'oiseau, simplement parce que c'est mon animal ombre, donc un petit peu comme la digitale. Oui, ici, suite des tatouages littéraires, j'ai le premier dessin de Smaug fait par Tolkien pour le Hobbit, justement pour le manuscrit de Bilbo. Donc il est pas joli, il est pas graphique, il est joli dans le sens où il est réussi par rapport à l'œuvre originale, mais voilà, c'est pas un dragon esthétiquement parlant, mais c'était celui-là que je voulais parce que je ne me rattache pas des films, je me rattache vraiment des livres. J'ai vraiment pas beaucoup aimé les films du Hobbit, donc ça a été une grosse déception. Donc il y a beaucoup de jolies versions de Smaug, notamment sur la carte. Le dessin fait par le designer du film est beaucoup plus joli que celui-là esthétiquement parlant, mais ça me parle pas, tout simplement. Donc voilà pourquoi il y a celui-là. J'ai aussi sur le flanc gauche, j'ai j'ai 2 mots.
lorem ipsum, qui sont les premiers mots en fait du faux texte que l'on insère dans les logiciels de typographie et d'écriture, pour des raisons complexes. Déjà parce que l'écriture c'est mon métier, parce que j'ai une histoire avec le lorem ipsum quand j'étais journaliste, j'ai une histoire gênante en lien avec ça qui a marqué vraiment mon entrée dans ce domaine-là, et parce que c'est tiré d'une vulgarisation de cuisine d'un texte en latin de Cicéron, et en fait qui parle, la locution complète devrait être dolorem ipsum, et c'est une phrase qui dit « Personne n'aime la douleur pour elle-même parce qu'elle est la douleur ». Et voilà, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. J'aime pas beaucoup les tatouages écrits, les typos, les choses comme ça. Mais voilà, celui-ci avait beaucoup de sens et donc je l'ai fait sur le flanc gauche pour le côté respiration, inspiration. Voilà. Et enfin, j'en ai deux sur les jambes. Donc sur le mollet gauche, j'ai un escargot avec des champignons parce que c'est mon deuxième, enfin c'est plutôt mon premier animal ombre en fait, l'escargot. Depuis toute petite, les escargots et moi, c'est une grande histoire d'amour, n'est-ce pas? Et voilà, c'est un animal que je chéris profondément. C'est quelque chose qui a beaucoup de place dans ma pratique. Les toutes premières divinations que je faisais, c'était des divinations avec des escargots. Vous savez, vous mettez un escargot sur une ardoise la nuit, et le lendemain matin, il a écrit une réponse pour vous. Voilà, c'était des choses que je faisais quand j'étais petite, hein, j'avais 4-5 ans. Je collectionnais les escargots, je faisais des élevages d'escargots assez intensifs. Ma pauvre mère doit en avoir un souvenir terrifié, je pense, des escargots, des salamandres et des grenouilles. Hein, voilà. Pardon maman, la pauvre, je lui ai fait la misère. Je revenais de forêt avec mon père, j'avais les poches remplies d'escargots, d'orvets, de salamandres, de grenouilles. Elle a passé un temps incroyable à les relâcher au fond du jardin. Voilà. Je lui ai fait vivre un enfer. Je suis vraiment désolée, maman. Donc voilà, donc l'escargot, c'était obligé. Et il a des petits champignons sur sa coquille qui sont mes champignons favoris parce que les champignons ont beaucoup de place dans ma pratique. Donc il y a une amanite mouche, une trompette de la mort et une lépiote élevée qui sont mes champignons doudous, on va dire. Mais ça, je vous en dis pas plus parce que je vous prépare un truc sur les champignons qui va arriver en début d'année prochaine, donc voilà, suspense. Et enfin le petit dernier, c'est un balai de sorcière sur la cheville droite, donc un petit balai, voilà, je l'avais mis sur Instagram celui-là, un petit balai traditionnel en brindille avec un manche tout noueux, tout tordu, tout biscornu. Voilà, c'est un petit clin d'œil sur le pied parce que voilà, c'est le pied qui donne l'impulsion. On tape du pied sur la terre pour s'élever. Quand on grimpe sur son balai, ça fait partie du rituel du balai. Donc on enduit son balai d'un onguent, on l'enfourche et on frappe le sol du pied droit pour s'élever dans les airs. Et du coup, c'est pour ça qu'il est sur mon pied droit. C'est pour me rappeler que moi aussi, je sais voler. Voilà. Donc voilà, c'est la première fois que j'en parle autant. Je suis pas j'aime pas forcément parler de mes tatouages, mais bon, c'est des questions que tout le monde me pose, donc je me suis dit, il va peut-être falloir que j'y passe un jour ou l'autre et que j'en parle. Voilà. Alors, question suivante. Alors, là, on va tomber dans les questions un peu plus délicates. Deuxième partie de vidéo, plus chiante. Peux-tu me traduire un mot ou une phrase en rune? La réponse sera toujours, quelles que soient les circonstances, non. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps pour vous apprendre à écrire en rune. C'est la seule et unique chose que je vous donnerai pour apprendre à écrire en rune. Pourquoi? Simplement parce que la plupart des gens qui me posent cette question-là, c'est pour un tatouage. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne cautionne absolument pas le tatouage runique. C'est quelque chose que je n'encourage pas et que je cherche même plutôt à décourager. Dit-elle avec un tatouage runique. Alors, je ne me prétends pas élite en disant moi je peux parce que moi j'ai compris les runes et vous non, vous n'êtes qu'une ramassée d'ignorants et moi j'ai touché la lumière. Ce n'est pas du tout l'idée. C'est simplement que je vous parle d'expérience parce que les tatouages runiques, c'est un petit peu comme les tatouages tribaux, vous savez, maoris, ou les tatouages chinois. C'est de l'appropriation culturelle et c'est souvent fait en dépit du bon sens. Et c'est profondément gênant parce que ça peut avoir des impacts extrêmement négatifs sur vous. Pas tellement
sur le peuple à qui appartient ces runes, parce que ce peuple n'existe quasiment plus, on va dire, même s'il y a des descendants qui existent encore et que la culture nordique existe encore et qu'il y a les Asatru qui sont là pour perpétuer ce genre de choses, mais on va dire que la culture en elle-même n'existe plus. Mais c'est surtout pour vous parce que, bon, un tatouage chinois, vous avez voulu vous faire tatouer, je sais pas, éternité ou courage, et vous vous retrouvez avec j'aime les endives au jambon, comme c'est le cas dans 80% des tatouages chinois. Bon, c'est un peu con-con, mais c'est pas grave au final, parce que personne ne lit le chinois autour de vous, et que, à part un véritable chinois qui va bien se marrer en voyant votre biceps, il n'y a pas grand monde qui va relever, et si vous dites aux gens que ça veut dire éternité, ça voudra dire éternité pour eux, donc ça n'a pas de conséquences. Les runes, en revanche, il n'y a pas que la signification textuelle, il y a aussi la signification spirituelle. C'est-à-dire si vous vous faites tatouer, par exemple, alors je vais vous donner un exemple à la noix, comme ça vous ne serez pas tenté de vous le faire tatouer, puis je vais faire une petite écriture, j'ai pas pris mon tableau. Si vous vous faites tatouer le mot nouille, comme ça je suis sûre que personne ne se fera tatouer le mot nouille. Alors comment est-ce que j'écris nouille? J'ai besoin du son N, du son OU, du son Y. Donc c'est facile, je fais son par son, je commence par le son N, donc j'ai la rune Nodis. Est-ce que vous allez le voir à l'envers? Ah, je sais jamais. J'ai besoin du son OU, donc je vais prendre OUR. Et j'ai besoin du son IA, donc je vais prendre EOL. Alors du coup, elles seront peut-être à l'envers parce que je ne sais pas du tout dans quel sens vous allez les voir. Je suis désolée, je suis une grosse quiche. Avec 6 tours de miroir, je m'en sors pas. Bref, remettez-les dans le bon sens si jamais elles sont à l'envers. Donc, on a ces 3 runes-là qui font le mot nouille. On est d'accord. Alors, c'est bien joli, c'est écrit correctement, c'est cool, vous l'avez écrit comme il faut, vous n'avez pas fait l'erreur d'écrire no, oui, le, comme vous l'auriez fait si vous aviez fait transcrit lettre par lettre, comme la plupart des livres le disent de manière complètement erronée, n'est-ce pas? Mais si au niveau phonétique et graphique c'est correct, ça va poser beaucoup de problèmes si c'est ancré sur votre peau, ça. Parce qu'on se retrouve avec des runes qui veulent littéralement signifier obstacle, entrave, blocage, force, guérison et protection, élévation. Alors vous allez me dire, ben c'est pas mal en fait. Ça veut donc dire que contre les obstacles et les blocages, je mets beaucoup de force de guérison pour m'élever. Oui, mais non. Les runes, ça fonctionne pas comme ça. Les runes, ça fonctionne dans le sens où là, elles vont distiller toutes les 3 leur énergie de la même manière puisqu'elles sont tatouées de la même taille et de la même façon. C'est-à-dire que pour faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, dire que vous alliez surmonter l'adversité, le blocage avec la force pour vous élever, il aurait fallu gommer, effacer la rune Nodis en traçant OUR, notamment en vous aidant du trait... Je dirais que je m'en dois. Je peine tellement. En vous aidant du trait oblique, par exemple, en réponse, là, pour faire disparaître la rune. Donc, par exemple, vous auriez dû faire un truc comme ça. Je vous montre à côté. Donc, vous avez votre rune Nodis. On va construire avec une rune OUR. Et avec tout ça, on va tracer EOL. Là, d'accord. Là, j'ai un cheminement logique où je fais disparaître l'adversité, le blocage de Nodis par la force de OUR pour susciter, pour faire naître EOL. Donc là, j'ai quelque chose de logique. Là, oui. Mais là, du coup, vous écrivez plus nouille. On est d'accord. C'est un sigil, ça. C'est pas un mot. C'est un sigil. Le problème, si vous faites tatouer ce mot-là, c'est qu'en fait, vous allez avoir sur votre peau en même temps à distiller leur pouvoir en permanence pour tout le temps, parce qu'un tatouage, c'est permanent, c'est tout le temps, ça s'enlève pas. Même quand vous faites enlever un tatouage ou recouvrir un tatouage, il est toujours là. Parce qu'il est gravé dans la peau, dans le tissu cicatriciel de la peau. Donc en fait, il est là, même si vous le faites recouvrir. Ça ne marche pas comme ça. Vous allez avoir ça qui va être en permanence en train de se diffuser dans votre corps. Donc en gros, c'est comme si toute votre vie, vous consommiez des somnifères avec 2 canettes de Red Bull. Vous allez devenir dingue, en fait. Ça va complètement être contradictoire, ça va se contredire, ça va rentrer en conflit, ça va vous donner des énergies terribles. Ça n'a absolument aucun sens de se faire tatouer des choses aussi différentes et aussi fortes et aussi contradictoires. Donc non, les tatouages runiques, ça se pense, déjà si vous faites tatouer une rune, déjà c'est une rune, à la limite un sigil si vous l'avez amplement réfléchi, mais c'est certainement pas un enchaînement comme ça, non. Ça, même
dans les peuples vikings, on le sait par l'archéologie, le tatouage runique n'existait quasiment pas. C'était quelque chose d'extrêmement exceptionnel et qui était probablement fait sur des victimes sacrificielles dans un but sacré, parce qu'on allait zigouiller le mec derrière, donc c'était pas grave si ça a déclenché des blocages sur son système digestif, tu vois. Donc les runes, on les gravait sur des outils, sur des objets, sur des pierres, mais pas sur les gens. Ça ne se faisait pas. Il y a une bonne raison pour ça. Hein, ils les connaissaient mieux que nous, les runes. Donc s'ils ne le faisaient pas, c'est qu'il y a une raison. Donc pitié, ne le faites pas. Et pourquoi je n'accepte pas de traduire des mots, même quand vous me dites que c'est pas pour un tatouage, c'est parce que j'ai pas la confirmation que c'est effectivement pas pour un tatouage. Je ne vous connais pas. Vous pouvez me mentir, vous pouvez très bien me dire non, non, mais c'est pour faire une carte à ma petite sœur. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Et comme c'est quelque chose contre lequel je lutte, qui va à l'encontre de toutes mes valeurs, de tout ce en quoi je crois, de tout ce que j'essaye de transmettre, du coup je ne réponds plus à personne. Donc si vous m'envoyez un message pour me demander de traduire un mot en rune, je ne vous réponds même pas. Parce qu'avant, je faisais l'effort de l'expliquer et puis je me suis rendu compte que la plupart des gens l'interprétaient en disant « Ouais, voilà, elle ne veut pas partager son savoir, elle se croit plus méritante que les autres. » Et du coup, ça véhiculait une fausse image, donc ça me dérange. Donc maintenant, je préfère ne plus répondre du tout. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, essayez d'étudier un petit peu tout ça. Regardez ma vidéo sur écrire en runes et étudiez les runes et réfléchissez avant de vous faire tatouer n'importe quoi, s'il vous plaît. Parce qu'après, il ne faudra pas vous plaindre s'il y a des choses qui tournent pas rond dans votre existence. Même le mien, pourtant je l'ai beaucoup réfléchi, mais il y a des fois il me gonfle. Hein. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut... on touche pas à ça comme on touche à un alphabet. C'est pas qu'un alphabet, c'est bien plus que ça. Bref. Deuxième question un petit peu plus polémique qu'on me pose souvent, c'est comment trouver mon animal ombre. Alors c'est pas une question polémique, c'est juste une question à laquelle je ne réponds pas parce que je ne peux pas vous aider en fait pour ça. C'est vraiment quelque chose qui doit venir de vous et qui doit être intime. Alors je ne vous cache pas que c'est difficile, mais le truc c'est que mon chemin, ce que moi j'ai employé pour trouver les miens, ne vous conviendra pas forcément parce que je ne détiens pas la vérité par rapport à ça. Et ça a marché pour moi, mais ça peut très bien ne pas du tout marcher pour vous. Je sais que par exemple, moi je l'ai proposé à certaines amies autour de moi. Il y en a une avec qui ça a très bien marché et une autre où au contraire ça n'a absolument rien donné. Donc c'est bien la preuve que c'est pas une science exacte. Et en plus, je pense que c'est un cheminement qu'on doit faire seul. Parce que quand on le fait éclairer par quelqu'un, on a forcément un prisme de vision qui est faussé. C'est-à-dire que si vous voyez les choses au travers de mes yeux, il y a mon interprétation, mes convictions qui vont se greffer par-dessus, c'est pas forcément les vôtres, et du coup je vais vous brider. Donc je ne veux pas faire ça, je veux pas vous surimposer ma mythologie personnelle, parce que vous avez besoin d'utiliser uniquement la vôtre. Donc non, je ne vous donnerai pas de piste, je suis désolée. Cherchez vous-même, demandez à l'univers et l'univers vous le donnera. C'est encore la meilleure façon de faire. Testez plein de trucs. Il y a 90% de ces trucs qui vont échouer lamentablement, mais dans les 10% restants, vous allez trouver la réponse que vous cherchez et la réponse dont vous avez besoin surtout. Donc, c'est pour ça que je ne vous réponds pas à cette question. C'est un chemin qui est magnifique et qui doit être fait tout seul pour en apprécier toute la beauté. Et enfin, dernier point, je voudrais passer un tout petit peu de temps sur les gens qui commentent ou qui m'envoient des messages pour dire j'aime pas ce que tu fais, c'est pas bien ce que tu fais, ce que tu donnes c'est pas correct, moi j'y crois pas, ça existe pas, j'aimais mieux ce que tu faisais avant, tu devrais faire ça, etc. etc. Bon. On va dire que en fait, j'ai du mal à comprendre la démarche de faire ce genre de choses. Je pense que cette démarche, elle est instigée par cette aberration ignoble qu'est le bouton « J'aime pas » sur YouTube et qui, pour moi, est le virus qui va décimer l'humanité. À côté, le coronavirus, c'est du poil à gratter. À côté de ce truc-là, bon, j'exagère évidemment, mais vous comprenez l'idée. Je pense que c'est la source de toute la haine, de toute la colère, de toute l'incompréhension, de tout le mal-être que l'on trouve sur Internet et sur les réseaux sociaux. Ce truc de dire « j'aime pas ». Il y a plein de choses, moi, auxquelles je suis confrontée sur YouTube, sur Instagram, sur Internet, que je n'aime pas. Plein. Là, par exemple, pour vous donner un exemple, je me suis mise à jouer à Animal Crossing récemment.
J'ai jamais joué à Animal Crossing dans toute ma vie. Oui, je sais, je débarque 1000 ans plus tard et j'adore, je suis accro, c'est affreux, j'aurais jamais dû. Bref, toujours est-il que voilà, quand je commence un jeu comme ça, j'avais envie d'aller voir quelques vidéos pour avoir des conseils, parce que c'est vrai que voilà, j'ai jamais joué, donc voir un petit peu ce que je pouvais faire. J'aime bien faire ce genre de choses, j'adore regarder les let's play, j'adore regarder les critiques. Bref, je cherche. Et dans mes recherches, il y a une immense majorité des chaînes et des vidéos sur lesquelles je suis tombée que j'ai pas aimé. Pour des raisons qui n'appartiennent qu'à moi. Parce que voilà, ça me parlait pas, ça répondait pas à ce que je cherchais, à ce que j'attendais. Je suis pas allée écrire à chacun, oh dis donc, j'aime pas ce que tu fais, tu devrais faire les choses autrement, parce que moi j'attendais pas ça de toi, hein. Non, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la petite croix en haut à droite de mon écran et je suis partie. Aussi discrètement que j'étais rentrée. Pourquoi ? Parce que je vois pas l'intérêt de dire ça, en fait. Je comprends pas l'intérêt d'aller voir quelqu'un et lui dire j'aime pas ce que tu fais. C'est d'une violence extraordinaire déjà. Et puis surtout, je vois pas en quoi ça peut aider cette personne-là. Autant aller voir quelqu'un et lui dire écoute, ce que tu fais c'est intéressant, mais tiens, j'ai quelques idées que je trouve en adéquation avec ce que tu fais. Je te les donne, fais-en ce que tu veux. Moi, je pense que ça pourrait améliorer, mais après, tu es libre. Là, je suis d'accord, c'est constructif. Il y a des gens qui me donnent des conseils, des fois. Toutes les questions que vous me posez pour les FAQ, par exemple, font partie de ça. C'est des sujets que tu n'as pas traités, que moi, j'aimerais bien voir traités. J'aimerais bien avoir ton point de vue sur telle chose, ou je trouve que, voilà, il y a telle chose qui pourrait être améliorée. Je prends pas, je suis libre de le faire, c'est très bien. Mais aller voir quelqu'un en lui disant je n'aime pas ce que tu fais, je comprends pas en fait. Et la plupart des gens, quand j'exprime ça et quand je leur dis voilà, je comprends pas trop la visée de ça, me répondent deux choses. Non, j'ai la liberté d'expression et on est en démocratie, j'ai le droit de donner mon avis. Vous n'avez pas compris en fait ce que c'est la liberté d'expression et la démocratie. C'est pas ça. La liberté d'expression, ce n'est pas dire tout ce qu'on pense sans filtre, sans se soucier des conséquences. C'est pas ça la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est pouvoir exprimer son avis sans craindre de se prendre une sanction sur le coin du museau. C'est ça la liberté d'expression. Mais ce n'est pas dénigrer quelqu'un, ce n'est pas faire de la diffamation, ce n'est pas insulter quelqu'un. Ça, c'est pas de la liberté d'expression. Ça, c'est de la connerie, on est d'accord, hein. La démocratie, c'est un régime politique. La démocratie, c'est le principe, dans un régime politique, de permettre aux citoyens, donc aux gens qui appartiennent à ce régime politique et qui y obéissent, à participer activement à leur système politique en donnant leur avis. Vous n'êtes pas ici dans un système politique. On est bien d'accord que moi je ne vous demande rien quand vous êtes là. Absolument rien du tout. Je n'exige rien de vous. La démocratie, on parle souvent du droit de vote, hein. Si on vote, c'est qu'on a le droit de donner son avis, c'est comme ça qu'on donne son avis en démocratie. Faut pas oublier que le droit de vote, c'est un droit, mais que c'est aussi et surtout un devoir. Et qu'être citoyen, c'est pouvoir donner son avis, mais que la démocratie, ce ne sont pas que des droits, ce sont aussi des devoirs. Or ici, vous n'avez absolument aucun devoir. Quand vous êtes en démocratie, vous avez à respecter le code de la route, le code du travail, le code pénal, la Constitution, les droits de l'homme et du citoyen. On est d'accord. Ici, les seuls droits et devoirs que vous avez sont imposés par YouTube, pas par moi. Moi, je ne vous impose rien. Je ne vous demande pas de me regarder, je ne vous demande pas de me suivre, je ne vous demande pas de m'écouter, je ne vous demande pas de me parler, je ne vous demande pas de me valider, je ne vous demande absolument rien. Moi, je suis là, je vous donne quelque chose. Vous le prenez ou vous le prenez pas. C'est là votre liberté. C'est pas de la liberté d'expression, c'est de la liberté de prendre quelque chose qu'on vous donne ou pas. C'est de la liberté d'invitation, si vous voulez. Ici, c'est un petit peu comme si je vous faisais rentrer chez moi, je vous invite chez moi et on papote. Quand on me dit « j'aime pas ce que tu fais » ou quand on me dit « tu devrais faire ça », ça revient à quand j'invite quelqu'un chez moi qui me dise « non mais tes rideaux ça va pas du tout, ton canapé il est moche, change-le maintenant. » Allez, change-le, on est en démocratie, j'ai le droit de donner mon avis. Bah non, ça marche pas comme ça. Quand vous allez chez un ami, quand vous allez chez quelqu'un et que son mobilier vous plaît pas, vous êtes en démocratie pourtant, mais vous n'allez pas lui dire de le changer.
Vous allez pouvoir lui dire ah bah moi ça me plaît pas. Mais vous pouvez pas exiger qu'il le change, on est d'accord? Et que vous lui disiez que ça vous plaît pas, honnêtement, ça sert à quoi? À rien. S'il l'a mis chez lui, ce canapé, c'est qu'il lui plaît. On est d'accord? Donc que vous veniez lui dire que vous trouvez ça moche, en quoi ça va aider votre ami? Ça va juste lui faire de la peine en fait. Donc voilà, je ne vous dis pas que je ne veux pas qu'on me critique, que je ne veux pas qu'on me dise, qu'on me donne un avis, mais si vous me donnez un avis, autant qu'il soit constructif. Et vraiment, je vous appelle en fait à faire preuve de bienveillance envers les gens, surtout sur les réseaux sociaux. On a tendance à oublier via le virtuel que ce sont de vraies personnes derrière qui ont une vie, qui ont leurs problèmes, qui ont leurs joies, qui ont leurs peines, qui ont leurs obligations et ils sont pas là pour nous tout le temps, ils ne travaillent pas pour nous. Mon travail c'est pas YouTube, mon travail c'est Patreon. À la limite, vous voyez, que sur Patreon on vient me dire j'aime pas ce que tu fais, et ben là je vais prendre en considération parce que je demande quelque chose en retour, je demande un paiement. Donc si quelqu'un vient me voir et me dit qu'il n'est pas satisfait par ce que j'ai proposé, et ben il va peut-être falloir effectivement que je réfléchisse et que je change parce que c'est quelqu'un qui m'a donné quelque chose et à qui j'ai donné quelque chose en retour. Mais là ici, qu'est-ce que vous me donnez? Rien du tout, à part de votre temps, mais ça c'est vous qui le choisissez, et de votre gentillesse quand vous me laissez un commentaire, et ça c'est encore le meilleur paiement que je puisse recevoir. Mais du coup, vous ne pouvez pas exiger de moi que je me plie à ce que vous voulez. Parce que c'est peut-être pas forcément ce que les autres veulent, et c'est surtout peut-être pas ce que moi je veux. Donc vous voyez un petit peu. Donc j'en parle simplement, alors je sais que l'immense majorité d'entre vous, 99% d'entre vous n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Je reçois relativement très peu de messages désagréables ici, j'ai beaucoup de chance je crois. J'ai la chance d'avoir une communauté ultra bienveillante. D'ailleurs la preuve, les rares fois où je me prends des commentaires négatifs, en fait vous êtes plus rapide à répondre, à me défendre que moi. Donc là c'est magnifique, je veux dire, quand on a ce genre de choses. Là récemment c'est arrivé et j'en aurais pleuré d'émotion et je suis très touchée de voir que vous prenez le temps de vous exprimer à ma place et en le faisant même mieux que moi je l'aurais fait quoi. Donc c'est superbe, vous m'avez compris, vous avez compris l'essence de cette chaîne, vous avez compris l'essence de ce que je suis pas un produit, je suis incapable de publier de manière continue et régulière, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne, je crois que vous l'avez compris maintenant, parce que mettre de la contrainte autour de la spiritualité, c'est quelque chose qui fonctionne pas du tout pour moi. Donc c'est la raison pour laquelle je ne le fais pas. Et si je me forçais à faire ça, en fait, ce que je vous proposerais serait de très mauvaise qualité, donc je ne le fais pas. Mais j'en parle parce que je pense que ça peut être intéressant aussi quand on va voir ailleurs. Et très honnêtement, si vous tombez sur un contenu qui vous plaît pas, allez-vous-en juste en silence, quoi. Alors je sais que 99% d'entre vous le font déjà, mais pour le petit 1% restant, je me suis dit pourquoi pas profiter de ce petit moment où on papote et où on est, voilà, où on est un peu chill, un peu intime ensemble pour rappeler ça. N'oubliez pas qu'il y a des gens derrière qui ont une sensibilité et qu'aller dire à quelqu'un que vous n'aimez pas ce qu'il fait, bah ça va juste lui faire du mal et ça l'aidera pas à s'améliorer parce que c'est votre point de vue et c'est pas forcément le sien. Et c'est pas forcément celui des autres non plus. Voilà. Donc aimez-vous les uns les autres, bordel de merde, comme disaient les inconnus. Sur ce, je vois que voilà, je voulais faire une vidéo courte, elle est affreusement longue encore, je suis vraiment désolée. Mais bon, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, fallait bien qu'on papote un petit peu. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'essaierai de publier d'autres vidéos dès que j'aurai le temps, promis. Je prépare quelques autres choses, j'ai quelques sujets sur le feu qui vont vous plaire, je pense. Il faut juste que je trouve le temps dans mon emploi du temps. C'est même plus un emploi du temps de ministre, on est au-delà de ça. Pour caler tout ça. D'ici là, prenez un grand soin de vous, soyez bienveillants les uns envers les autres, mangez des légumes parce que les légumes c'est la vie, mangez du gras parce que le gras c'est la vie. Et on se retrouve très vite. Prenez un grand soin de vous, portez-vous bien et restez magiques. Bye!